Alors très intéressant la mort de Fidel Castro parce que ça nous oblige à faire un bilan sur l'épopée castriste, c'est-à-dire sur combien on dit 50 ans 50 ans de règne. On peut parler de règne, hein, il y a pas de... C'est marrant d'ailleurs que les royalistes, ça les gêne quand il y a quelqu'un qui règne ailleurs. C'est normalement la droite la plus traditionnelle devrait se réjouir effectivement qu'un type ait pu régner sur un pays en n'étant pas uniquement une émanation de la bourgeoisie bancaire. Mais bon, ça c'est les contradictions de la droite et de l'extrême droite, c'est toujours un peu agaçant. Donc effectivement, on va être historique. Dans un premier temps, rappelons que Castro, par son héroïsme physique, parce qu'il faut oublier que c'est pas Giscard d'Estaing, Castro. Castro, je rappelle qu'il a pris le pouvoir, et il a pris le pouvoir en mettant sa vie au bout de ses idées. First films of Cuban rebel leader Fidel Castro and his ragged force in their mountain stronghold, made shortly before fighting erupted in all 6 of Cuba's provinces. This is the band, numbered at about 1,000, that for 16 months has held out in the rugged Sierra Maestre mountains near the island's eastern tip. Ill supplied, they make many of their weapons in crude jungle workshops. This is only the beginning. The last battle will be fought in the capital. You can be sure. Les guérilleros parviennent à se procurer des armes et à s'emparer de celles détenues par le pouvoir. Et il a risqué sa vie. Et quand on prend le pouvoir, c'est pas forcément pour le rendre ou pour l'offrir. Quand on prend le pouvoir et qu'on l'a chèrement payé, c'est pour l'exercer. Hein, voilà. Donc déjà, moi j'ai un très grand respect pour Castro, pour 2 choses. D'abord parce qu'il a pris le pouvoir dans une démarche éminemment virile et risquée. Ça, on peut pas lui enlever. Et que c'est pas les fiotasses qu'on a comme appareil et comme leader politique. La République vous défendra de toutes ses forces, parce que sans vous, elle ne serait plus la République. Nous devons faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une grande cause nationale. Et rappelons dans quelles conditions et dans quelle situation il a pris le pouvoir. Castro a pris le pouvoir dans une petite île qui s'appelle le Cuba, qui borde la côte est des États-Unis, c'est-à-dire au large de Miami. Et avant qu'il prenne le pouvoir, c'était une petite dictature militaire et en même temps le casino et le bordel de la bourgeoisie de la côte est américaine. Les Américains affluaient à Cuba. C'était le lieu de divertissement des personnalités riches et célèbres dans les années 50 et 40. La discothèque Tropicana et tous les casinos avaient un succès extraordinaire. Ils étaient faciles d'accès. La prostitution était endémique, tout comme le jeu et la drogue. Toutes ces industries étaient contrôlées par la mafia aux États-Unis et à Cuba. Il n'est pas exagéré de dire que la Havane était devenue une sorte de... comment dire, une sorte de bordel pour les Nord-Américains. Le bordel de Miami. Et ce bordel et ce casino étaient gérés par la mafia juive américaine, qui est la plus dégueulasse et la plus violente du monde. C'est pour ça qu'on montre toujours la mafia italienne. C'est comme ça Hollywood arrive à se cacher un peu derrière. Et qui était la mafia de Meyer Lansky. Batista charge officiellement le chef mafieux Meyer Lansky de relancer l'industrie du jeu, tombée en discrédit à cause de criminels de second plan. Le seul qui pouvait rencontrer Batista et qui traitait directement avec lui, c'était Meyer Lansky. L'accord prévoit que l'État cubain et la mafia financent ensemble la construction d'hôtels de luxe avec des casinos haut de gamme sous le contrôle exclusif de la mafia. Batista et son clan reçoivent régulièrement une partie importante des bénéfices. Le fait qu'en dehors de la capitale, Cuba soit sous-développé ne gêne pas du tout Lansky. Le tabac et le sucre, les principales sources de revenus du pays, sont entre les mains de monopolistes principalement américains. Les paysans cubains mouraient de faim. Ils n'avaient pas le moindre lopin de terre à cultiver. La récolte de la canne et la production du sucre ne duraient que 3 mois.
Les ouvriers agricoles et les ouvriers de l'industrie sucrière mouraient de faim. Ils empruntaient de l'argent à des usuriers à un taux de 20% et il fallait bien qu'ils remboursent. Ils n'avaient pas d'instruction. Il n'y avait ni école ni enseignant pour la majorité des 6 millions de Cubains. Donc Fidel Castro, qui est un déclassé, c'est-à-dire le fils de la femme de la bonne et en même temps d'un grand propriétaire terrien cubain. Cette histoire commence ici, au sud de Cuba, à Biran, en 1926, quand Fidel naît d'une relation entre Angel, le maître du domaine, et une bonne. Bâtard, le Fidel. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus à ce moment de sa vie. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est qu'il est le fils d'Angel. La poste de Biran, c'est la poste d'Angel. Le seul commerce, c'est le commerce d'Angel. Le train de Biran, c'est le train d'Angel. Les 11 000 hectares de canne à sucre, c'est à Angel et à lui seul. Mais la vie facile n'a qu'un temps. À 4 ans et demi, le paradis de Fidel s'effondre quand la femme légitime d'Angel revient au village et menace de tout révéler. Fidel Rousse, sa sœur et son frère sont alors expulsés de Biran. Hein? Donc un déclassé, un type qui a une double conscience. Il a à la fois l'arrogance de la bourgeoisie et la conscience de la souffrance du peuple. Si me pregunta, por ejemplo, ¿qué otra cosa influyó mucho? Sí, dígame. Un privilegio y una suerte. Yo era hijo de terrateniente, no era nieto de terrateniente. Si hubiera sido nieto, habría nacido ya en un reparto aristocrático y toda mi amigo y toda mi cultura habría sido. Y cierto sentido de ser superior y todo eso. Donde yo nací eran pobres, todos. Eran hijos de obreros agrícolas. Y algunos que otros. Y mi propia familia por parte de madre. Et c'est ça qui fait en général les grands leaders, hein, cette double conscience. C'est la mienne, c'est celle de Dieudonné, c'est celle, vous verrez, de tous les mecs qui ont fait quelque chose dans l'histoire. Enfin, dans cette histoire-là, hein, cette histoire moderne, pas l'histoire des rois héréditaires, évidemment. Et donc, il prend le pouvoir sur un attentisme américain, faut le reconnaître. Au début, les Américains se disent, bon, à la limite, que ce soit lui ou Batista, ils font rien contre. Et d'ailleurs, au départ, il n'est pas marxiste-léniniste. Hein. Aux journalistes américains venus l'interviewer dans la Sierra, Fidel Castro promet l'instauration d'une démocratie libérale en cas de victoire. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. C'est un aventurier populaire, populiste et patriote qui est au départ un pragmatique. Le vrai marxiste-léniniste, un peu d'ailleurs, qui se la pète un peu, c'est comment dirais-je, c'est le commandante, c'est Che Guevara, et c'est ce qui d'ailleurs l'a amené à la mort, parce que toute sa vision internationaliste, marxiste, tiers-mondiste était entièrement... Dans sa quête d'absolu, il caresse la folle ambition de faire naître un homme nouveau, sensible aux joies du travail, aux impératifs moraux, aux motivations éthiques, et non aux satisfactions bassement matérielles. L'homme communiste, cher à Guevara, n'a que faire des augmentations de salaire puisqu'il se nourrit du désir de révolution. Malheureusement, ça correspondait à rien de la réalité. Hein. Il s'en est rendu compte en allant en Afrique, et je pense que c'est là qu'est devenue sa dépression. Et il allait mourir en Amérique latine à cause de la dépression qu'il a chopée en essayant d'aider les mouvements anti-impérialistes en Afrique. Hein. En avril 1965, Guevara, alias Monsieur Ramon, rejoint clandestinement le Congo. Le général Mobutu, soutenu par les Américains, est en passe de prendre le pouvoir. Quand le Che arrive au Congo, il n'y a plus rien à faire. En plus, il se retrouve avec des guérilleros congolais qui croyaient à l'efficacité du Dawel, une crème qu'ils se mettaient sur le corps et qui était censée les protéger des balles. Les Congolais n'étaient ni des combattants, ni des marxistes. Le Che se retrouve au Congo et c'est un désastre. Donc Fidel Castro, qui était un pragmatique, un populiste et un patriote authentique et intransigeant cubain,
a réussi à libérer le peuple cubain de cette domination américaine mafieuse et militaire dans un premier temps, et il a été pour ça une idole totale du peuple cubain. Immédiatement après, il a fait ce que font en général les grands leaders populaires pour le démontrer, partage des terres, parce que c'était l'époque de grandes propriétés terriennes avec l'équivalent de serfs. Une fois Fidel revenu à Cuba, la priorité de la révolution est la redistribution des terres dans le cadre de la réforme agraire. Sous Batista, les étrangers possédaient 70% des terres cultivables. La plus grande part de l'industrie sucrière est entre des mains nord-américaines. On commence par l'expropriation de domaines modestes, tels que ceux qui appartiennent à la famille de Fidel. C'est pas pour rien qu'il avait une popularité incroyablement massive, qui fait que le pouvoir de Batista n'a pas pu se maintenir contre lui, parce que quand il a pris le maquis, il avait le soutien de toute la paysannerie profonde et de tout le peuple profond. Sans l'aide des paysans, nous aurions tous été tués, y compris Fidel, notre chef. Nous étions guidés par un réseau de paysans enthousiastes. Ils nous montraient volontairement le chemin et ils nous ont souvent évité de nous faire prendre en embuscade par les soldats du gouvernement. Les paysans découvrent que Castro a un programme. Donner la terre à qui la cultive et mettre un terme aux injustices sociales les plus criardes. C'est pour ça qu'il a pris le pouvoir avec une poignée de mecs. Exactement comme si demain, en étant très peu, on peut prendre le pouvoir sur le pouvoir illégitime français, parce qu'on a avec nous en réalité tous les corps constitués, tous les flics, tous les militaires, tous les mecs qui bossent, etc., etc. C'est comme ça qu'on peut faire une révolution en étant très peu, parce qu'en fait on a le peuple derrière soi. Ce qui est le cas malheureusement de tous les leaders fascistes. C'est pour ça que c'est un peu gênant pour les mecs de gauche, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas pousser l'analyse trop loin, parce que c'est le cas aussi de Mussolini et c'est le cas d'Hitler malheureusement. Mais bon, donc à un moment donné, Fidel Castro prend le pouvoir et l'orgueil, la fierté du peuple qui retrouve enfin son autonomie par rapport à la tutelle américaine, ce qui veut dire par rapport à un pouvoir étranger qui aussi réduit le peuple cubain à la prostitution et au métier de service. Voilà. Donc ça c'est le premier temps cubain. Après, Fidel Castro, qui doit gérer un pays, a le problème effectivement d'être à la frontière des États-Unis, qui est la plus grande puissance impériale du monde, en s'émancipant de ce pouvoir impérial. Donc il est bien obligé effectivement de se poser la question des alliances pour faire perdurer sa révolution. Et là, dans le contexte de la guerre froide, assez rapidement, étant donné que les Américains lui laissent le pouvoir au départ, mais à condition que toutes les multinationales américaines gardent le pouvoir sur l'économie cubaine, ce qui est le cas du début de Cuba. Les Américains ne voient rien venir. Au printemps 1959, Castro entame une tournée triomphale aux États-Unis. Reçu en héros, le leader des rebelles se lance dans une opération séduction. Encore une fois, il rassure les Américains sur ses intentions. I know you are worried. First of all, if we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Le Cuba, même si on enlève Batista, il reste quand même la domination américaine à travers toutes les sociétés de production qui sont toutes américaines. Donc à un moment donné, Castro pourrait simplement être un leader fantoche à qui on laisse le pouvoir, mais en fait qui est l'homme des multinationales américaines, comme souvent d'ailleurs des leaders pseudo-populaires en Amérique latine. Là, il est face à une question profonde, c'est que si réellement il veut être le pouvoir des Cubains pour un Cuba libre, il faut non seulement qu'il prenne le pouvoir par rapport à ce que représentait Batista, mais aussi sur l'économie cubaine. Et donc, il faut qu'à un moment donné, les Américains acceptent qu'ils nationalisent les multinationales présentes à Cuba. La réforme agraire a eu pour effet de nationaliser des propriétés américaines, des exploitations rurales. Environ un an après, le gouvernement cubain a ordonné aux raffineries de ne plus traiter que le pétrole brut en provenance d'Union soviétique. Or, 2 des raffineries étaient américaines. Elles ont tout d'abord envisagé d'accepter, mais Washington les en a dissuadées. Elles ont refusé de raffiner le pétrole soviétique. Cuba les a alors nationalisées.
les États-Unis ont riposté en abolissant les quotas protégeant le sucre cubain. Cuba a répliqué à son tour en nationalisant toutes les propriétés américaines sur l'île. Finalement, en octobre 1960, les États-Unis ont imposé l'embargo contre Cuba. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían. Donc ça veut dire que Castro, petit à petit, a été obligé, pour imposer aux Américains la nationalisation de toutes les multinationales américaines à Cuba, de se faire protéger par une puissance qui pouvait le permettre, ces nationalisations sans subir une invasion violente. Donc il s'est progressivement, dans un contexte de guerre froide, malheureusement marxisé, en réalité soviétisé. En fait, il s'est rapproché fatalement de la Russie, et se rapprochant de la Russie, il a été obligé de se déclarer socialiste, alors qu'il n'était pas au départ. L'économie de l'île, qui dépend à 90% des États-Unis, risque de s'effondrer. Fidel a besoin de quitter l'orbite des États-Unis. Et la seule façon de sortir de cette dépendance pour un petit pays comme Cuba dans les années 60, c'est de se rapprocher de l'URSS. Il n'y a tout simplement pas d'autre alternative. C'est une résolution pratique pour lui, pas une résolution idéologique. Fidel recevait pratiquement $1 million par jour de la part des pays socialistes et de l'Union soviétique. Et là, forcément, Fidel Castro, il doit donner des gages, et il va donner des gages politiques, des gages idéologiques. En 1961, Fidel Castro se déclare enfin communiste. Donc dans un premier temps, il s'est russifié, puis après se russifiant, il a choisi une solution qui, à mon avis, est une mauvaise solution. C'est la mono-économie du sucre, car effectivement son deal, ça a été la Russie les protège militairement, mais leur file aussi toute l'économie transformée, et en fait le seul échange de Cuba, c'est de fournir du sucre. Dans les années 70 et 80, c'est sur le terrain de l'économie que Cuba doit livrer bataille. Des efforts colossaux sont faits pour industrialiser le pays et créer un partage des richesses malgré le blocus toujours imposé par les États-Unis. Cuba dépend alors d'une seule culture, celle de la canne à sucre. L'Union soviétique promet de lui acheter toute sa production. Fidel montre lui-même l'exemple pour encourager son pays à atteindre de meilleurs rendements agricoles. Donc en fait, il a empêché le développement économique de Cuba et il est tombé dans une mono-économie entièrement liée à la Russie. Tout n'est pas noir, bien sûr, mais 21 ans de régime révolutionnaire n'ont pas permis, en tout cas à Fidel Castro, de sortir son pays de l'ornière économique. Et cela, malgré une aide financière substantielle du grand frère soviétique, 8 millions de dollars par jour. Moscou continue de racheter le sucre cubain 4 fois plus cher qu'au cours mondial, et cela pour éviter une catastrophe économique qui serait fatale pour le régime de Fidel Castro. Le sucre constitue en effet 85% des exportations cubaines. C'est l'Union soviétique aussi qui fournit des camions, des tracteurs, de l'outillage lourd et elle équipe gratuitement l'armée cubaine. Ce qui fait que ça a fonctionné tant que la Russie était debout. Et je pense que là, c'est l'époque, on va dire, la belle époque, effectivement, de Cuba, où il y a une montée sociale objective, alphabétisation, baisse de la mortalité. Le paradoxe de l'indépendance de Cuba, qui vit grâce au soutien de l'Union soviétique, conduira Fidel à jouer les équilibristes pendant 30 ans. L'aide soviétique aura permis à Cuba de rester à la pointe du progrès dans le domaine de l'éducation et de la santé. Elle aura aussi rendu possible le développement du sport et des sciences et la diversification industrielle. L'exemple de Fidel Castro a montré à des milliards de pauvres gens à travers le monde qu'un pays très pauvre pouvait se débarrasser de ses maladies, de son ignorance, de la corruption et de la misère comme celle qui régnait sous Batista. En quelques années seulement, Cuba a éduqué tous ses enfants. Elle a créé un système d'enseignement complet dont toute la société a bénéficié. Et malheureusement,
au fur et à mesure que l'URSS s'effondre comme puissance économique, on arrive à ce qu'on appelle la période spéciale. C'est qu'à un moment donné, Cuba perd en grande partie son protecteur militaire et intégralement sa réalité et son équilibre économique. Et là, on arrive à la période spéciale et il ne reste plus à Cuba que l'orgueil de l'indépendance. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Et c'est sûr que cet orgueil de l'indépendance est très beau pour nous qui le contemplons de l'extérieur en regardant Castro, etc. Mais pour le peuple cubain qui vit quotidiennement la réalité cubaine, ils en ont peut-être un peu marre d'incarner la fierté cubaine et ils aimeraient un peu plus des étagères avec des produits à pouvoir consommer au quotidien. Queue interminable, carnet de rationnement, 80 grammes de pain par jour et par personne, des mois et des mois sans viande, pas ou peu de lait pour les adultes, pas de beurre depuis des années. La liste des produits qui manquent est presque aussi longue que les files d'attente. C'est cette situation qui pousse les balseros à prendre la mer. Fidel est un grand stratège en politique internationale pour les questions fondamentales. C'est un grand leader. Dans ce domaine, il prend des décisions très opportunes, mais il ne résout absolument pas les petits problèmes domestiques du pays. Et là, je reconnais qu'à partir de ce moment-là, pour que Castro se maintienne au pouvoir, il est obligé de gérer la colère populaire, qui est la colère de comment dirais-je, des restrictions. Hein. Et là, ça devient un peu moins spontané l'adhésion du peuple à ce que représente Castro. Et donc là, soit il abdique et quelque part il laisse Cuba devenir le bordel et la putain de l'Amérique et les multinationales revenir pour faire des Cubains des esclaves, soit effectivement il est obligé d'être un peu plus dans un régime autoritaire et de restriction pour maintenir effectivement le cap d'un Cuba dont il ne reste plus que la fierté au niveau international. Et c'est vrai que là on peut dire que sur la longue durée, quoi qu'on reproche à Castro, il a fait en tout cas de Cuba une petite nation qui est une grande nation dans l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle et une grande nation sur l'échiquier international. C'est-à-dire qu'il a un peu sacrifié le confort quotidien des Cubains et le Cuba intérieur au prestige et au... Pour un patriote cubain qui a une conscience politique et une fierté, il se dit c'est globalement positif. Pour un Cubain, c'est-à-dire une gonzesse, un petit jeune sans culture ou avec une vision plus immédiate de la vie quotidienne, eh ben c'est un peu un sacrifice qui est exigé et auquel il n'adhère pas forcément. Et c'est pour ça qu'on voit à un moment donné beaucoup de Cubains partir à Miami. À la dérive, au milieu de l'océan. Malgré les risques, ils ont décidé de quitter Cuba coûte que coûte. Peu importe la tempête, les courants et les requins. Au large de la Floride, ces boat people cubains sont recueillis par les gardes-côtes américains, 537 hier, 339 avant-hier. L'exode le plus important depuis 1980. Radicalement anticastriste, la communauté cubaine à Miami est fortement mobilisée. Nous avons 10 000 signatures ici et plus de 3 000 à côté. Nous allons envoyer cette pétition à Washington pour un blocus total de l'île. Nous pensons que Castro aujourd'hui marche sur une jambe
Et il nous faut maintenant le faire tomber. Et je crois que c'est le bon moment. Mais ce que je remarque, moi, c'est que les Cubains de Miami, si haineux qu'ils soient du pouvoir cubain, et si légitimes qu'ils soient en disant que Castro est quelque part un dictateur qui a sacrifié le confort des Cubains à sa vision quelque part internationaliste, parce qu'on ne peut pas parler d'impérialisme, mais d'internationalisme cubain, ce que je fais remarquer, moi, c'est que comment dirais-je, les Cubains de Miami n'ont jamais été capables de monter une contre-révolution cubaine et de renverser Cuba. Ce qui veut dire que leur popularité n'a jamais été assez forte pour pouvoir mener d'eux-mêmes une révolution. Ils ont créé une violence, une haine, des réseaux, du sabotage, mais ils n'ont pas pu faire ce que Castro a fait lui-même quand il a renversé Batista. Or, ils avaient infiniment plus de moyens de le faire, parce qu'à partir de la diaspora cubaine anticastriste de Miami, l'aide de l'Amérique, de la CIA, etc., s'il n'avait pas été autre chose que des Cubains de Miami en colère, ils auraient pu renverser Castro par une invasion qui aurait été bien plus efficace que celle de la baie des Cochons. Ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais été profondément légitimes à Cuba. C'est ça que je veux dire. Le 3 avril 1980, 6 Cubains forcent avec un autobus les grilles de l'ambassade du Pérou à La Havane. 10 000 personnes s'y engouffrent. Et Castro d'annoncer une nouvelle politique de portes ouvertes, invitant les Cubains de Miami à venir chercher leurs proches au port de Mariel. Simultanément, gigantesque cérémonie de répudiation collective, des manifestations sont organisées pour stipendier les traîtres, les 125 000 candidats au départ. Les Cubains de Miami, c'était les Cubains en colère, mais qui sont un peu comme tous ces expatriés compradors, ces bourgeoisies en colère, mais qui n'incarnent jamais le peuple et la nation qu'ils ont fui. Un peu, on va dire, comme les royalistes en colère qui ont fui la Révolution française. Ils étaient peut-être des royalistes en colère et des légitimistes, mais jamais ils n'ont été reconnus par le peuple français profondément, même quand ils sont revenus comme étant la France honnête, parce qu'ils avaient trahi en rejoignant le pouvoir allemand, le pouvoir autrichien, et en jouant la défaite de la France, etc. Donc c'est ça qu'il faut bien faire remarquer. Si les Cubains de Miami étaient réellement le peuple cubain légitime contre le dictateur de Castro, ça se serait vérifié parce qu'ils auraient pu renverser Castro. Parce qu'au moment du pouvoir spécial, Castro n'a quand même réellement comme force que sa légitimité et son peuple en armes et son armée. Et ça n'aurait pas suffi. Si les Américains n'ont jamais essayé de le renverser, c'est qu'ils savaient que c'était pas gagné. Et les anticastristes de Cuba, s'ils avaient débarqué, se seraient pris une branlée quand même par le peuple cubain en armes. Voilà. C'est ma vision et je pense qu'elle est juste. Et hier, on a vu qu'en Floride, les exilés cubains se réjouissaient et fêtaient même la mort de Castro. À Cuba, c'est un peu différent. Ah oui, à Cuba, c'est très différent. Oui, comme tu le dis, c'est le deuil. Il y a énormément d'émotions ici, énormément de tristesse. C'est l'inverse de ce qu'on a vécu à Miami. Le gouvernement a décrété 9 jours de deuil national. Les spectacles ont été annulés, la vente d'alcool est interdite. Et puis surtout, il y a ces milliers de personnes qui viennent ici pour rendre hommage à Fidel Castro. En tant que Cubain, j'ai toujours ressenti un grand respect pour mon commandant en chef. Que représente Fidel Castro para usted? Il représente la fierté d'être cubain, le patriotisme, l'humanité, la dignité. C'est tellement douloureux, ce que je ressens dans mon cœur. Perdre un homme comme lui, le père du peuple, des enfants, de nous tous, qui nous a montré la lumière, la vie, mais il n'est pas mort parce que le peuple restera toujours à ses côtés. Alors après, malheureusement, Castro a été dans une époque où effectivement des deux blocs, où il fallait choisir entre l'économie libre et l'économie dirigée intégrale, et que l'économie dirigée intégrale a été la grande erreur économique de Castro aussi. Et d'ailleurs une erreur que n'a pas commis Chavez après coup. Mais que ça c'est l'histoire. Voilà, Castro, 20 ans après, aurait sans doute un peu libéré l'économie, c'est-à-dire autoriser la petite entreprise avec un État stratège et maintenir la nationalisation de tout ce qui était effectivement gros et stratégique. Il a été dans l'économie nationale intégrale, exactement sur la même erreur que l'URSS à partir des années 60-70. Et effectivement, ça c'est on ne peut pas le mettre à son crédit parce qu'effectivement, économiquement, Cuba est à peu près aussi efficace économiquement que l'Algérie, quoi. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est des pays alliés. C'est quand même des pays qui sont incapables de produire quoi que ce soit. Je veux dire, en termes de production d'objets. En tant que service, on peut respecter que Cuba a le plus haut niveau d'alphabétisation de l'Amérique du Sud, et même centrale, le plus haut niveau de médecins, très haut niveau aussi dans la recherche, ophtalmologie, microcardiologie, etc. Et que d'ailleurs les élites médicales algériennes aujourd'hui
sont tenus par des Cubains, ce qui est quand même pas très d'ailleurs glorieux pour les Algériens, mais voilà. Donc il y a une énorme réussite de Castro aussi à ce niveau-là. Il a produit, comme tous les vrais, je dirais, despotes éclairés, des élites pour son pays dans les domaines éminemment, je dirais, objectifs que sont la médecine, la science, ce que d'ailleurs Chavez n'a pas eu le temps de faire. Hein. D'ailleurs, c'était le deal de Chavez et de Castro, c'était ça. Castro et Chavez, une amitié entre deux hommes, une alliance entre deux pays qui est en train de bouleverser l'équilibre géopolitique de l'hémisphère occidental. Outre leur passion pour le baseball, une admiration réciproque unit les deux hommes. Mais surtout, ils signent l'accord énergétique de Caracas, par lequel le Venezuela s'engage à approvisionner Cuba en pétrole à des conditions préférentielles. On accuse le président Chavez de vouloir nous faire cadeau du pétrole. Si c'était vraiment le cas, cela mériterait un monument au sommet de l'Everest. L'accord prévoit en fait une compensation commerciale en nature. Quelques mois plus tard, les premiers médecins cubains arrivent au Venezuela pour mettre en place un système de santé publique dans les quartiers pauvres. Ils sont 15 000 aujourd'hui. L'alliance Chavez-Castro était quelque chose de très respectable, de très beau, et qui me prouve que Castro n'est jamais tombé dans la trahison, contrairement à ce qu'on dit, et n'est jamais devenu une ordure, même s'il a été obligé à des moments, dans la réelle politique, non pas d'aller au suicide romantique comme Che Guevara, ce qui plaît beaucoup aux bourgeoisies. Hein. Il est obligé pour garder le pouvoir, même de sacrifier ses anciens alliés, de tricher, de faire des procès truqués, etc. Parce que pour garder le pouvoir coûte que coûte. En 1989, les États-Unis apportent la preuve de l'implication du gouvernement cubain dans le trafic de drogue. Castro est obligé de prendre les devants. Alors Castro fait tomber de nouvelles têtes. Tony de la Guardia, un intime de Raúl Castro, est sacrifié. Dans un procès public retransmis à la télévision, il avoue ce que le régime attend de lui. Trasladar un avión con no recuerdo la cantidad de cocaïna. Le général Arnaldo Ochoa et Tony de la Guardia sont fusillés le lendemain de la condamnation. Le pouvoir, ça s'exerce toujours assez virilement, assez brutalement, mais je pense qu'il a toujours gardé une vision anti-impérialiste, une solidarité internationaliste. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs avec Kadhafi. Cette visite de Fidel Castro à Tripoli est un certificat supplémentaire de bon révolutionnaire décerné au colonel Kadhafi par le grand frère cubain. C'est un peu avec cette aura de pur du marxisme et de tombeur de l'impérialisme américain que Fidel Castro se déplace aujourd'hui à travers le monde, et il faut avouer que sa visite est très recherchée et même très prisée dans certains pays ou pour certains chefs d'État. Il a toujours eu à cœur l'intérêt supérieur de son peuple et de sa nation, et de son peuple, pas les élites. Hein. Et sa relation à Chavez était une très belle relation, et je pense que tout patriote, tout nationaliste, tout populiste authentique doit penser que ce qui mérite d'être vécu en politique, c'est sans doute l'alliance, par exemple, Chavez-Castro. Voilà. Et on peut, de ce point de vue-là, regretter les deux, et surtout les deux ensemble, l'un et l'autre se validant réciproquement. Hein. Tienes todo el apoyo del pueblo y su simpatía, todo el apoyo y la simpatía de tus compañeros de armas. Y por eso dije, y no era intención ninguna de halagarte, tú sabes bien como yo soy, que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas y hagas toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia. Es en eso lo que yo pienso. El destino te ha dado esta responsabilidad y yo no te pido mucho. Yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Fidel, para ti, para toda Cuba, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muchas gracias.
Mediapart, c'est Plenel, hein. C'est-à-dire les réseaux trotskistes qui ont fait du Monde de Beuve-Méry un truc entièrement au service du pouvoir oligarchique. Je rappelle que Plenel, qui joue un peu à la Vierge pure sur Internet avec Mediapart, est celui qui, dans les années 90, au service, comme le disait Mitterrand, du pouvoir atlantiste, puisque Mitterrand disait que c'était un agent américain, hein, a détruit effectivement le journalisme honnête. Dans la face cachée du Monde, Pierre Péan et Philippe Cohen, deux journalistes, entendent démontrer ce qu'ils appellent les turpitudes du Nouveau Monde, contre-pouvoir abusif, disent-ils d'abord. Le journal aurait mis tout son poids dans la balance présidentielle de mai 95 en faveur d'Édouard Balladur et tiré à boulet rouge sur Jacques Chirac. Lobbying intéressé. Jean-Marie Colombani aurait obtenu de Matignon une aide pour les MMPP, les messageries parisiennes, qui accorderont ensuite au journal quelques cadeaux. Trafic d'influence. L'histoire d'amour puis de dénigrement entre Le Monde et Jean-Marie Messier se joue sur fond de pages de publicité achetées par Vivendi, le groupe de Messier, et de prise de participation dans le capital du journal. Un violent réquisitoire qui attaque personnellement les 3 dirigeants du Monde. Alain Minc, président du conseil de surveillance, se voit reprocher son approche ultralibérale. Jean-Marie Colombani, directeur, son désamour de la France et son goût de l'argent. Edoui Plenel, enfin, directeur de la rédaction, accusé d'être un trotskiste manipulé par la CIA. Une accusation que les auteurs ne sont pas les seuls à livrer. C'était un journal subversif qui comptait dans ses rangs des gens qui étaient des agents de l'étranger. Voilà. L'histoire, elle est aussi simple que ça. Mitterrand me l'a dit, je le répète. Il vous a dit, Edoui Plenel, le directeur du Monde, est un agent de la CIA. Non, est un agent de l'étranger. Donc Mediapart, qui ne peut pas donc être soupçonné d'être notre ami, puisque c'est Plenel dont je viens de dire l'origine, admet que le premier site de réinformation de France, et le premier blog politique, c'est Égalité et Réconciliation. Ils sortent un chiffre de 8,5 millions, je crois. Je ne sais pas si c'est 8,5 millions de visiteurs. Sur les 10 sites politiques français les plus visités, 7 appartiennent à la fachosphère. Largement en tête, on trouve le site Égalité et Réconciliation, dont le patron Alain Soral a été condamné à de multiples reprises pour antisémitisme. Et je vous emmerde. À lui seul, ce site attire plus de 8 millions de visites par mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. Autre site très influent, F de Souche, qui attire 4 millions de visites par mois. Et ce qui est marrant, c'est que au même moment, on dit que la fachosphère, c'est-à-dire l'extrême droite, est la plus efficace sur Internet. Alors, ils appellent ça la fachosphère. Mais alors, ils disent que le navire amiral de la fachosphère, c'est F de Souche. F de Souche, c'est le navire amiral des sites d'extrême droite. Français de souche, 4,5 millions de visiteurs par mois. Voilà, c'est un peu le navire amiral de la fachosphère. Qui sont sur une ligne, en réalité, assez nouvel ordre mondial, c'est-à-dire conflit de civilisation, alors que F de Souche fait 2 fois moins de clients, on va dire, je sais pas comment dire, de followers que nous. Ce qui veut dire en fait qu'inconsciemment, ils osent dire que nous, en fait, on est 2 fois au-dessus que la fachosphère, mais donc on n'est pas dans la fachosphère. C'est ça que ça veut dire, parce qu'en réalité, Égalité et Réconciliation, c'est pas la fachosphère. C'est pour ça qu'ils ont du mal à... Ils nous disent on est les premiers, mais finalement, le deuxième est le leader. C'est parce qu'en fait, ils admettent qu'on n'est pas dans la fachosphère, et ce qui est bien. Mais on est le leader de la réinformation authentique. Voilà. Parce que la fachosphère, ça peut pas être tout à fait la réinformation indépendante. Parce qu'en dernière instance, ils se font récupérer par le système, même s'ils n'en ont pas vraiment conscience. Donc, fort de ce constat, et fier de ce constat, aujourd'hui, sachant que les élections arrivent et que c'est un combat politique à mener, qui va être mené de manière absolument... par la désinformation systématique par le système. Nous avons donc un rôle, un rôle nécessaire à jouer, qui est d'essayer de maintenir la contre-attaque, c'est-à-dire la vraie information pendant cette période électorale qui arrive, qui a déjà commencé avec les primaires. Et donc non seulement nous sommes très fiers d'être le premier site de réinformation de France, mais nous allons travailler à grandir et à nous renforcer. C'est pour ça que nous avons lancé RFM récemment, et que nous allons renforcer, le département radio, et être de plus en plus présents sur la radio. Et nous allons lancer aussi une application pour être sur smartphone. C'est-à-dire nous allons faire ce que nous pouvons faire en tant que médias indépendants, continuer à grandir sur Internet. On a bien admis que Trump avait gagné par Internet contre Hillary Clinton et les médias mainstream. Continuer à accompagner cette révolution nationale par le travail Internet, puisqu'effectivement ça correspond à ce qui est décrit aux États-Unis et même ailleurs, c'est que Internet est le lieu de la résistance au nouvel ordre mondial. Dans un pays où 44% des électeurs ne s'informent que par Facebook, la stratégie de Trump est impressionnante d'efficacité. La lame de fond échappe totalement aux médias traditionnels. Ils sont près de 200 à soutenir Hillary Clinton. Tous les sondages la donnent gagnante.
Le résultat de mardi est un tremblement de terre. Et donc nous allons renforcer encore et augmenter la radio, bien améliorer la présentation du site pour qu'on voit bien la partie adhérents militants et la partie réinformation agence de presse, faciliter effectivement l'accès à tout ça, faciliter un moyen de nous aider, soit en force humaine, soit en dons, parce qu'effectivement on n'est pas très efficace. C'est bien de voir qu'on est les premiers alors qu'on n'est pas des super bons en marketing, parce qu'on est d'abord des militants politiques, des intellectuels, et on n'est pas des marchands, mais on essaie d'apprendre les méthodes d'efficacité. On n'a pas le choix avec les condamnations, et avec aussi les rivaux et avec les faux dissidents qui viennent sur le net, et les médias mainstream qui viennent sur le net pour nous concurrencer sur le net. Alors c'est quoi la théorie du complot ? C'est quand un groupe de personnes refuse l'explication officielle d'un événement en disant que les gens au pouvoir mentent. Pourquoi mentiraient-ils ? Pour cacher des choses très graves, disent les complotistes. Alors, c'est très simple, donc il suffit de taper Decodex Google Chrome dans Google. Ajouter l'extension, ça prend 2 petites secondes, c'est comme ça. Par exemple, alors là on est sur du rouge, on retrouve le site du polémiste antisémite Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Et puis il y a les oranges. Alors attendez, sur le rouge, qu'est-ce que ça dit Alors oui, ce c'est ce que vous site disiez tout à l'heure. diffuse régulièrement de fausses informations, des articles trompeurs. Restez vigilants. Et enfin, le numéro 1, Égalité et Réconciliation. Fondé en 2007, le site de l'association que préside Alain Soral est aujourd'hui le site d'extrême droite le plus consulté en France. Essayiste, ancien membre du Parti communiste français et du comité central du Front National, quel parcours! On voit aussi des types qui montent des blogs comme le mien. On a déjà Michel Onfray qui a commencé avec le canapé rouge. Lui, c'est un fauteuil rouge. Et puis maintenant, on a Mélenchon. Bon, les amis, voilà que c'est le 10e numéro de la revue de la semaine. On commence par un grand coup de clairon, parce que cette semaine, on a atteint les 100 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, on va essayer de contourner le système médiatique officiel en créant un autre, quelque chose du jamais vu dans ce pays. Tous viennent faire des vidéos du mois ou des Soral répond, comme moi. Donc c'est assez flatteur, mais il faut que je fasse gaffe aussi de ne pas me faire bouffer par des faux dissidents. On sait que Soral, par exemple, pour prendre un exemple comme ça, personne ne va chez Soral pour avoir de l'information factuelle vérifiée, de toute façon. Donc quand on cherche, on voit qu'à part derrière Égalité Réconciliation et quelques autres, mais qui sont classés bien plus bas que nous sommes les seuls qui puissent rivaliser avec les médias officiels à n'être pas entièrement sous le contrôle des pharisiens. Voilà. Et par exemple, quand vous tapez le mot égalité, vous tombez sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Et vous ne tombez pas sur le site de la République française, Liberté, Égalité et Fraternité. Ça montre bien qu'avec, qui sont plus à la marge d'Internet, qui sont arrivés au centre. Par ailleurs, il n'y a plus seulement la forme qui subsiste avec des gens comme Alain Badiou, par exemple, de l'intellectuel normalien agrégé de ceci et de cela, philosophe ou je ne sais quoi, ou même historien. Non, aujourd'hui, il y a des intellectuels qui s'appellent Alain Soral. Je suis désolé, on en pense qu'on en veut. Un certain nombre d'intellectuels de blogs qui ont leur blog ou qui sont présents à la télévision. Ce sont des intellectuels. J'ai pas de compteur GGR à mesure. Parce que vous prenez pas, vous le dites pas, mais moi, voilà, je le dis, c'est des êtres effrayants. C'est une fierté, c'est absolument nécessaire au combat national et au combat même, je dirais, simplement de libération authentique. Et nous allons vous aider, effectivement, à nous aider, à grandir, en devenant de plus en plus efficaces par notre présence et aussi par notre efficacité marketing sur le net. Voilà. Je pense que ça suffit, non ? Critique, et critique al crunch, et grâce au